أضم صوتي إلى صوتك في كل ما عبرت به عن في حق المرحوم محمد بن عيسى، وأتمنى كل التوفيق للسيد حاتم البتيوي في هذه المسؤولية الكبيرة، وهي مسؤولية في ذات الوقت جميلة، وتهم ليس فقط مدينة أصيلة الأصيلة ولكن تهم أيضا كل المملكة المغربية. Alors, si vous permettez, je parlerai en français. J'essaierai de répondre à toutes vos questions en 7 minutes. Ce sera presque un miracle, un exploit. Mais en tout cas, je parlerai très rapidement de 3 choses. Quoi et de quoi s'agit-il? Pourquoi et comment? La vision Afrique-Atlantique, certains l'appellent l'initiative Afrique-Atlantique, d'autres la stratégie Afrique-Atlantique, le projet Afrique-Atlantique. Mais en tout cas, j'aimerais poser 3 points de nuance, ou 3 points de cadrage, pour mieux comprendre l'architecture globale, le schéma global de l'Afrique atlantique, dans la vision royale et la vision marocaine. Premier point de nuance, c'est qu'il ne s'agit pas d'une initiative, mais de 2 initiatives. La première initiative, elle concerne les 23 États africains riverains de l'Atlantique, qui partent du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud. Ou bien on peut dire en langage maritime, du Cap Spartel, qui n'est pas loin, au Cap de Bonne-Espérance. Ça, c'est la première initiative, dans un schéma d'intégration économique. La deuxième initiative royale, qui concerne l'Atlantique, elle concerne cette fois-ci non pas les 23 États africains riverains de l'Atlantique, mais elle concerne les États enclavés, qui n'ont pas d'accès à la mer. Et cette initiative-là, elle concerne principalement au jour d'aujourd'hui les 4 États, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et la finalité de la première initiative, c'est l'intégration économique, principalement la coordination politique. La deuxième initiative, elle envisage, elle ambitionne la facilitation de l'accès à l'océan Atlantique des 4 États enclavés. Donc, première nuance par rapport aux initiatives. La deuxième nuance, c'est qu'il ne s'agit pas d'une rupture dans la politique étrangère du Royaume du Maroc. Vous connaissez que le Maroc est un État séculaire, enraciné dans l'histoire, et par conséquent, il n'opère pas ses choix stratégiques dans une logique de rupture ou de conjoncture, mais dans un schéma de continuité, un continuum. Donc, l'initiative royale pour l'Afrique atlantique, dans ces 2 dimensions, elle reprend un héritage, un capital africain de la diplomatie marocaine, qui va être principalement ancré dans ce qu'on appelle la coopération sud-sud, le retour à l'Union africaine, la coopération win-win, etc. Donc, c'est un schéma de continuité et non pas un schéma de rupture. Troisième nuance, c'est que pour le désenclavement des États de Sahel, il ne s'agit pas uniquement de construire une route qui va relier les 4 États à l'océan Atlantique, mais c'est un désenclavement global, désenclavement économique, infrastructurel, désenclavement mental, politique, qui va amener non pas uniquement à connecter les États à l'océan, mais à les connecter à la prospérité, à l'économie et à la stabilité. Donc voilà de quoi s'agit-il. Maintenant, pourquoi? Pourquoi le Maroc, au jour d'aujourd'hui, il a lancé ces 2 initiatives? Pourquoi cette vision atlantique nationale? Alors je dirais que la vision atlantique du Maroc, elle participe, ou elle est le fruit de 3 convictions, ou 3 basements géopolitiques. 3, on va dire, idées fortes. La première, c'est l'importance de la mer. La deuxième, c'est la valeur de vecteur de l'intégration. Le 3e élément de conviction, c'est la question de l'impératif de repenser l'Afrique, non pas uniquement en termes militaires et sécuritaires, mais aussi en termes économiques et de prospérité. Alors la mer, pour longtemps, ça a été uniquement un véhicule de la richesse. Elle sert à transporter la richesse. Et au jour d'aujourd'hui, plus de 90% du transport ou du commerce international est transporté par la voie maritime, exprimée en tonnage. Et aujourd'hui, 30% des hydrocarbures viennent de la mer, des zones offshore. Plus de 99% de nos communications avec nos téléphones et smartphones, ça participe, ça vient des câbles sous-marins. Donc la mer devient un facteur non pas de transport de la richesse, mais de la création de la richesse elle-même. Et cette prise de conscience au niveau du Maroc, le Maroc, il voudrait la partager avec ses partenaires et avec ses amis africains riverains de l'Atlantique. Première conviction. Alors la deuxième conviction, c'est la valeur, ou c'est l'appui, ou le vecteur de l'intégration. Un proverbe africain, il dit que
Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Mais si vous regardez dans toutes les sphères internationales, dans toutes les régions du monde, vous avez un processus d'intégration économique. L'Union européenne est aujourd'hui l'Union européenne parce que 65% des commerces se fait au niveau de l'Union européenne. Ils ont l'Union européenne. Même les États-Unis, avec leur politique généralement, on va dire, isolationniste, ils ont un accord de coopération et de libre-échange avec le Mexique et avec le Canada. Pareil pour la Chine, ils ont l'ASEAN et le grand accord de partenariat économique. Amérique du Sud aussi, ils ont le Mercosur. Donc l'intérêt pour le Maroc, c'est de structurer une coopération économique qui saurait à un moment bien échanger les échanges commerciaux entre eux, importation-exportation, mais aussi avoir une voix audible dans les affaires du commerce international. Alors, troisième conviction, c'est le nexus entre le commerce, plutôt entre la sécurité et le développement. Pour longtemps, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on pense automatiquement aux considérations militaires et sécuritaires. Un juge africain de la Cour internationale de justice avait dit un jour que si on me donne le choix entre les droits économiques et les droits politiques, c'est comme on me donne le choix entre mourir de la faim ou mourir d'une balle. Donc on ne peut pas choisir l'un des deux. Toute la question et l'intelligence des politiques publiques serait de, à un moment, penser à la fois le développement et la sécurité, dans une optique de soft sécurité et non pas de hard sécurité. Un chiffre très rapidement. Les États enclavés qui n'ont pas un accès sur la mer, ils perdent 20% de leur produit intérieur brut du seul fait qu'ils n'ont pas un accès sur la mer. C'est-à-dire que s'ils ont un accès à la mer, ils vont gagner 20% de leur PIB. Par une équation mathématique, ça voudrait dire beaucoup d'emplois créés dans l'État. Et on échapperait peut-être à cette statistique que vous avez citée, monsieur le secrétaire du processus des États de l'Afrique atlantique, que l'index du terrorisme aujourd'hui dans le monde, il ne dit que plus de 50% des actes terroristes sont perpétrés dans les pays du Sahel. Donc, repenser l'approche vis-à-vis des États du Sahel dans une optique de nexus développement et sécurité. Alors, pour terminer, comment? Les projets ne sont pas jugés par rapport uniquement à ce qui a été imaginé, mais principalement par rapport à ce qui a été réalisé. Et dans la réalisation, on a besoin d'un certain nombre de leviers qui sont plus globalement, et d'abord, et ça a été cité par Sédar Kezalan, l'adhésion et l'appropriation de tous les États. La seule façon de réussir le projet ou le processus de l'Afrique atlantique serait de convaincre nos partenaires qu'il s'agit là d'un intérêt vital, non pas pour le Maroc, mais aussi pour toute la région, pour tous les États de l'Afrique atlantique. Deuxième élément, c'est la mutualisation. Lorsqu'on parle de l'espace maritime, il y a deux constats qui frappent à l'esprit. C'est l'immensité. Si on regarde ici l'océan, c'est immense. Et en plus de l'impermanence, il n'y a pas de structure permanente. Et par conséquent, les plus de 14 000 km de l'Afrique atlantique et les 13 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive de l'Afrique atlantique mériteraient une mutualisation des moyens dont disposent les États africains. De combien de bateaux scientifiques disposent les 23 États de l'Afrique atlantique? De combien de navires de guerre pour maintenir la sécurité et asseoir la souveraineté maritime sur ce qui se passe là? Il y a un précédent qui a été opéré par l'Institut national de la recherche halieutique qui ont dépêché un bateau, parce qu'ils disposent de 6 bateaux de recherche scientifique, et qui sont allés au Bénin et à un autre État africain, c'est le Libéria, pour participer avec des experts de ces deux États-là de la cartographie des stocks et des réserves halieutiques de ces deux États. Et le directeur de l'Institut m'a fait raconter une histoire, et je termine peut-être avec cette histoire, pour ne pas dépasser largement de 5 minutes. Il m'a dit que le ministre qui était à l'inauguration, il nous a dit que pendant longtemps, des navires occidentaux sont arrivés dans nos ports, mais ce sont des navires de guerre. Pour la première fois, on reçoit un navire de recherche scientifique qui embarque des citoyens de l'Afrique atlantique et qui participent avec leurs homologues marocains pour la préservation des ressources halieutiques de l'espace atlantique africain. Je crois que là, il y a vraiment une démonstration forte de type d'action qu'on pourra mettre en avance et en avant pour pouvoir réaliser ce grand rêve qui est l'Afrique atlantique.
قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.